Bonjour, nous allons continuer notre cours sur la préhistoire de la mécanique quantique en passant à l'électricité. C'est un domaine extrêmement vaste. L'électricité, le magnétisme, l'électromagnétisme, c'est un ensemble de travaux, de recherches qui pourraient remplir plusieurs tomes. Ça remonte à l'Antiquité jusque le 19e siècle. Pas mal de découvertes aussi ont été faites au 20e siècle, en particulier avec la mécanique quantique. Au 19e siècle, il y a eu une véritable explosion de découvertes. Et il y a eu aussi un très grand nombre de participants. C'est tellement vaste que nous n'avons pas la prétention d'expliquer toute l'histoire de ces travaux en détail. Ce n'est tout simplement pas possible. Nous ferons donc plus court en présentant l'essentiel pour comprendre, avec des observations, des expériences. Nous décrirons ces expériences pour comprendre comment ça marche. Nous allons commencer par quelque chose de très simple. L'électricité statique, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Quand il fait froid et sec, que l'on porte certaines chaussures, parfois simplement en se serrant la main ou en se faisant la bise, on reçoit une décharge électrique, fort désagréable. Vous avez sans doute déjà aussi porté certains tissus dits thermolactiles qui permettent de tenir plus chaud. Ces substances synthétiques ont la propriété de produire facilement de l'électricité statique. Simplement, on l'entend crisser lorsqu'on le retire ou lorsque l'on met le vêtement. Et dans le noir, si vous avez déjà eu l'occasion de faire l'expérience, le simple fait de retirer ce vêtement dans le noir, non seulement provoque ces crissements, mais provoque aussi des lueurs sur le vêtement, dues aux décharges d'électricité statique, heureusement inoffensive. Moins inoffensive est la foudre. De l'électricité statique se forme dans les nuages et à certains moments, il se décharge, provoquant un arc de foudre entre nuages ou entre les nuages et le sol. Évidemment, beaucoup plus destructeur vu la taille et l'intensité de ces décharges. On produit facilement de l'électricité statique avec un matériel très simple. Il suffit d'avoir des bâtons en verre, en résine, en ébonite, et diverses substances, comme des peaux de chat ou divers matériaux synthétiques ou de l'ambre. Et simplement par frottement, on crée de l'électricité statique qui va alors imprégner la substance, le bâton de verre par exemple. Vous savez qu'il existe différents types de substances, les isolants, qui ne laissent pas passer le courant, et les conducteurs électriques, les métaux par exemple. Si vous utilisez un isolant comme le verre, les charges électriques vont simplement rester sur le bâton parce que le verre ne conduit pas le courant. Alors avec un métal, les charges se disperseraient rapidement conduites par le métal. On peut également facilement stocker ces charges électriques avec ce que l'on appelle une bouteille de Leyde. Une bouteille de Leyde, c'est simplement un flacon en verre, recouvert d'aluminium d'un côté, et d'aluminium de l'autre, relié par une tige métallique sortant de la bouteille. L'aluminium intérieur et extérieur ne se touchent pas. En appliquant un bâton chargé, un bâton de verre ou tout autre procédé pour produire des charges électriques, on peut stocker ainsi des quantités importantes de charges électriques dans ce dispositif que nous verrons un peu plus tard, qui n'est qu'une forme de condensateur. On peut aussi créer des dispositifs plus perfectionnés qu'un simple bâton pour produire des charges électriques. Par exemple, on utilise un ruban placé sur une poulie et qui va frotter sur des balais en tournant continuellement et en produisant des charges électriques, par d'électricité statique. Ces charges sont ensuite déposées, par exemple, dans une bouteille de Leyde. Des dispositifs très simples, faciles à fabriquer en amateur, permettent ainsi de créer des petits arcs électriques entre des boules métalliques. Il existe un dispositif très simple pour faire des expériences avec les charges électriques. C'est l'électroscope. Là aussi, on a une bouteille en verre, une tige métallique
et dedans, deux fines lames qui peuvent pivoter facilement, monter, descendre. Elles sont très légères et la moindre force suffit à les déplacer. Évidemment, on essaie de laisser l'appareil tranquille, de ne pas le bousculer. L'électroscope est un instrument qui a été utilisé d'assez longue date. Des versions très perfectionnées maintenant existent sur le marché avec des affichages gradués. Il en existait même déjà début du XXe siècle. Ainsi, Pierre et Marie Curie ont effectué des expériences sur la radioactivité en utilisant un électroscope très perfectionné fabriqué par le frère de Pierre Curie. Ce fut un élément important de leurs travaux. Un bon scientifique doit disposer de bons outils. La pensée seule ne suffit pas toujours, ce serait trop beau. Prenons maintenant un bâton en verre que nous avons chargé d'électricité statique. Nous le plaçons contre l'électrode qui est placée ici. Ce qu'on constate alors, c'est que les plaques s'écartent. De toute évidence, quelque chose a été transmis, que l'on appelle charge électrique, bien entendu, à ces deux plaques, et qui les fait maintenant se repousser et s'écarter. Retirons le bâton de verre, les lames restent dans leur position écartée. Ça signifie que ce n'est pas simplement le contact en soi qui a provoqué l'écart. Quelque chose a bien été transmis, une espèce de fluide. Un fluide de charge électrique, d'électricité statique. Si nous voulons continuer à faire des expériences, il faudrait trouver un moyen pour remettre l'appareil à zéro. C'est très simple. Prenez un fil métallique, placez-le à la terre, le fil métallique conduisant bien le courant, les charges vont partir, décharger l'électroscope qui va revenir dans sa position initiale, le zéro. C'est un moyen pratique pour remettre à zéro un électroscope et continuer les expériences. Prenons maintenant un électroscope qui a été chargé et plaçons un bâton de verre neutre, non chargé. On le place contre, rien ne bouge. C'est assez logique. On n'apporte rien et le verre étant un isolant, les charges ne vont pas passer dans le verre et l'appareil va rester identique. Reprenons un autre bâton de verre chargé. Plaçons-le contre. Est-ce que les lames vont encore plus s'écarter? La réponse est non. Elles restent comme elles sont. Bon, là il faut l'expliquer. Puisque les lames s'écartent, ça veut dire que les charges électriques se repoussent et écartent les lames. Ça veut dire aussi que si des charges essaient d'arriver, elles vont être repoussées par les charges déjà présentes. Et donc, en définitive, on arrive à un équilibre et on n'arrive plus à mettre de nouvelles charges. Exception, si vous prenez un bâton de verre que vous avez chargé de manière exceptionnellement forte, en frottant très vigoureusement ou avec un dispositif quelconque, à ce moment-là, en le mettant, vous aurez un tel excès de charge qu'elles vont vaincre la force de répulsion, les lames vont encore s'écarter un peu plus. Voilà déjà des résultats intéressants qui mettent en évidence facilement les charges électriques et certains de leurs effets. Peut-on faire l'expérience avec d'autres bâtons, d'autres substances? Oui. On peut prendre par exemple un bâton d'ébonite et effectuer la même expérience. Si on fait l'expérience que nous venons de mener avec du verre, avec de l'ébonite, on obtient les mêmes résultats. On le place sur l'électrode, les lames s'écartent, etc. Et si on combine les deux? Essayons de combiner les deux. Nous avons notre bâton de verre, nous avons leurs lames qui se sont écartées. Plaçons maintenant notre bâton d'ébonite chargé contre. Surprise, les lames se rabattent. Elles retombent. Ce n'est pas ce que nous avions obtenu en plaçant un autre bâton de verre chargé. Il y a donc une différence entre l'ébonite et le verre. Est-ce que nous avons trouvé une espèce de substance qui aspire les charges? Difficile de le dire. Mais
En tout cas, quand on fait des expériences avec l'ébonite plutôt qu'avec du verre, on obtient aussi des résultats. Il y a donc bien un fluide chargé qui là aussi est passé de l'ébonite aux lames, mais qui est d'une nature différente des charges que nous avons avec le verre. Et elles se neutralisent. Celle de l'ébonite et du verre donnent zéro. On dit donc qu'on a des charges d'un certain signe, disons négatives pour le verre, et des charges positives pour l'ébonite. Nous verrons plus tard que dans beaucoup de processus, les phénomènes de charge électrique sont dus à une seule particule, l'électron. Mais n'anticipons pas si nous voyons deux manifestations de deux types de charges. Nous comprendrons l'origine de ces charges plus tard. Notons en passant, nous avons parlé de l'ambre comme substance qui peut être frottée pour faire de l'électricité statique. Et l'ambre, en grec, en ancien grec, se disait électron. D'où l'origine du nom. Comme vous voyez, quand je disais que ça remontait jusqu'à l'Antiquité. On peut faire diverses expériences, avec des expériences quantitatives un peu plus précises. Et il est facile de voir que si l'on met, par exemple, plus 3 doses de charge positive et une charge de dose négative ensemble, on obtient 3 moins 1 égale 2 unités de charge positive. Ce type d'expérience quantitative est un peu plus délicat à mener, mais se pratique sans problème. Et montre qu'effectivement, on a une propriété de charge additive, négative ou positive. Nous avons dit que les charges se repoussaient. Peut-on quantifier ce résultat? Oui. C'est un travail qu'a fait le physicien Coulomb. On peut par exemple utiliser un support auquel on suspend des ficelles très fines et des petites billes très légères, par exemple en liège. On peut les charger électriquement, par exemple 2 charges positives, on va constater alors que les billes vont s'écarter. Et si l'on place des charges positives et négatives, on constate que les forces sont attractives. Les billes vont se rapprocher. C'est cohérent ce que nous venons de faire avec l'ébonite. Parce que, en plaçant le verre, nous l'avons dit, à cause de la répulsion, d'autres charges n'arrivent plus à rentrer dans l'électroscope qui est déjà chargé. Alors que si l'on place l'ébonite, les charges positives rentrent toutes seules dedans et neutralisent, remettent à zéro l'appareil. De toute évidence, les charges positives ne sont pas repoussées par les charges négatives. Qu'elles soient attirées est assez évident. Et on peut le mesurer comme ça. Avec Coulomb, il a ainsi défini des lois quantitatives précises sur les forces qui sont en jeu. Il a pu déterminer que la force attractive ou répulsive, son signe dépend des charges, est proportionnelle aux charges électriques qui sont sur les billes, ce qui est assez logique, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. C'est beaucoup moins intuitif. Ça veut dire que si les billes sont séparées d'1 centimètre, je vais avoir une certaine force, et si je les écarte de 2 cm, la force va être divisée par 4. Cette loi ressemble assez à la loi de l'attraction de la gravitation universelle de Newton. À 2 différences près, avec Newton, ce sont les masses qui entrent en jeu, et tandis qu'ici, ce sont les charges électriques, et l'autre différence, c'est que la gravitation est toujours attractive. Vous n'avez jamais vu une pomme s'envoler spontanément. Tandis qu'avec les charges électriques, le signe attraction ou répulsion dépend du signe des charges. On peut aussi définir la notion de courant électrique. Un courant électrique, c'est très simple.
Ce sont simplement des charges électriques qui se déplacent, ni plus ni moins. Nous en avons vu déjà plusieurs exemples. Lorsque l'on place les bâtons sous l'électroscope, les charges se déplacent à l'intérieur, c'est un courant. Lorsqu'on le met à la terre pour le vider, les charges partent dans le sol, c'est un courant. Nous avons parlé de la foudre, c'est un courant électrique. C'est donc fort simple. Quel est le sens de ce courant? Eh bien, il a fallu choisir une convention. Il a fallu dire, disons que le courant, c'est celui des charges positives. On a attribué le signe plus et moins de manière arbitraire. Pourquoi moins et plus? Pourquoi pas l'inverse? Plus et moins. Choix totalement arbitraire fait au départ. Le sens du courant, les charges positives, choix arbitraire. Si ce sont des charges moins qui vont dans ce sens-là, négatives, on définit le courant dans l'autre sens. Ce choix arbitraire fut un peu malheureux, comme nous le verrons, puisque les électrons sont de charge négative et le courant va à l'inverse du sens des électrons. Malheureusement, c'est comme ça, le choix a été fait au départ et il est resté. Une autre invention, une autre découverte importante fut faite par Volta. C'est la pile électrique. Il empila différents types de métaux, du zinc, de l'étain, etc., du cuivre, et plaça entre les plaques des tissus imbibés de produits plus ou moins acides, comme du jus de citron par exemple, ou du vinaigre. Et il observa que la pile pouvait alors débiter un courant électrique. La pile a donc tendance à créer des charges électriques qui vont transiter. Cette tendance, cette force à produire un courant électrique s'appelle la tension électrique de la pile. Elle se mesure en volts, notez V comme volta, et correspond à une certaine tendance à produire un courant électrique. En utilisant des piles étalons, on a ainsi défini l'unité du volt. De même que Coulomb a permis de mesurer, outre cette loi sur les forces, les quantités de charge électrique. Il a pu mettre au point un procédé quantitatif pour mesurer les quantités de charge électrique et une unité de charge précise fut inventée, définie, nommée Coulomb, notée C en l'honneur de Coulomb, bien entendu. Comment fonctionne une pile? En fait, il y a diverses réactions chimiques entre les métaux et les substances acides qui sont placées dans les tissus, et ces réactions chimiques échangent les charges électriques. Du fait de la composition différente des métaux, les charges électriques transitent dans un seul sens. Pour que un courant puisse s'établir, il faut ce qu'on appelle fermer le circuit, c'est-à-dire placer un fil conducteur, un fil en métal, qui relie l'entrée à la sortie. Ainsi, les charges électriques qui sont produites d'un côté peuvent circuler et revenir à l'autre côté, permettant ainsi d'entretenir la réaction chimique. Le courant va passer jusqu'à ce que la pile soit épuisée, jusqu'à ce que les composés chimiques aient tous réagi et soient épuisés. Notons que ça nous dit aussi quelque chose sur la chimie. Ça nous dit que dans les réactions chimiques, des charges électriques sont impliquées et échangées. Ça fait partie des choses qu'il faudra comprendre sur nos atomes. On peut inventer d'autres piles. Une ancienne également est la batterie au plomb, utilisée dans presque toutes les voitures modernes, qui a l'avantage de pouvoir débiter un courant assez fort, souvent nécessaire pour les démarreurs. Et depuis, on a inventé un grand nombre de piles alcalines, piles lithium-cadmium, bien d'autres, y compris des piles rechargeables. Avec un dispositif quelconque, on produit un courant, on le fait passer dans l'autre sens, et on provoque des réactions chimiques inverses qui permettent de recharger la pile, comme on le fait aussi avec une batterie au plomb. On peut vérifier que le courant électrique qui est produit
est de même nature que ceux que nous avons utilisés avec nos charges et notre électricité statique. Il suffit pour ça d'insérer dans le dispositif un électroscope. Dès que l'on branche la pile, les lames de l'électroscope s'écartent. On a donc bien un flux de charge électrique qui vient se stocker là et qui permet ainsi de mesurer les quantités de charge et de courant. On dispose d'appareils un peu plus perfectionnés à notre époque. On peut ainsi aussi définir une notion, une unité de courant électrique. C'est ampère, l'ampère, qui est aussi un nom propre, le nom d'un physicien. Un ampère, notez A, c'est un coulomb qui passe dans le fil, ou tout autre endroit, en 1 seconde. C'est un coulomb par seconde. Ça donne 1 ampère. Il y a aussi une certaine résistance du fil au courant. Le courant ne passe pas comme ça. Sinon, en mettant le fil, on aurait un courant infini qui passe. C'est pas le cas. La pile aussi, d'ailleurs, offre une certaine résistance. Une des particularités de la batterie au plomb, c'est qu'elle offre une très faible résistance. Si vous mettez une batterie au plomb en court-circuit, ce que je vous déconseille, vous avez une violente décharge qui va carrément faire fondre le fil que vous allez utiliser, voire vous brûler. Donc méfiance. Avec les petites piles, c'est moins dangereux. Avec un fin fil, vous arriverez quand même aussi à le faire fondre. Le courant peut passer de manière assez intense, mais il n'est pas infini. Il y a donc une certaine résistance du fil. Là aussi, un physicien est intervenu, il s'appelle Ohm, et on a donné son nom à l'unité de résistance électrique. Elle est notée par la lettre grecque oméga. On aurait pu choisir O, malheureusement on a choisi une lettre grecque. Un fil ou une substance quelconque de résistance R de 1 ohm correspond à un fil qui laisse passer 1 ampère si on le place avec une pile de 1 volt. 1 volt donne un courant de 1 ampère pour une résistance de 1 ohm. On peut enfin définir une notion d'énergie. Puisque les charges vont écarter les lames de l'électroscope, c'est qu'elles effectuent un certain travail. Elles apportent de l'énergie. On peut mesurer cette énergie. Ce fut fait par Watt, qui a défini une unité de puissance, la puissance débitée par une pile. Et cette puissance, débitée par la pile, s'écrit simplement U fois I, c'est-à-dire la tension électrique de la pile fois le courant donne la puissance débitée par la pile, c'est-à-dire la quantité d'énergie par seconde. L'énergie, elle, se mesure en joules. Encore un autre physicien. Ça fait déjà pas mal de choses à retenir. Avec ces formules, bon, nous n'allons pas faire les calculs ici, mais on peut manipuler ou triturer ces équations, ces petites formules de manière assez simple. On obtient divers résultats. Un particulièrement intéressant, qui nous servira bientôt, c'est que si on déplace une charge électrique Q dans une tension U, donc si on prend une quantité de charge Q et qu'on la fait passer d'un pôle à l'autre de la pile sous une tension U, alors l'énergie correspondante c'est Q fois U. On peut aussi vérifier que l'énergie dissipée par le fil lorsque le courant passe dedans est donnée par RI au carré, donc la résistance fois le carré de l'intensité. Cette loi fut découverte d'ailleurs par Joule. Et s'il n'y a pas un dispositif mécanique quelconque ou autre, cette énergie est simplement dissipée sous forme de chaleur. C'est
appelé l'effet Joule, qu'il a découvert et quantifié. Ce dispositif peut servir à faire fonctionner un radiateur électrique ou même une ampoule à incandescence, nous en avions déjà parlé. La chaleur du fil chauffe le métal à blanc et rend l'ampoule lumineuse. Nous verrons des choses tout aussi lumineuses dans les prochaines vidéos. Je vous remercie.